Et donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui pour cette troisième et dernière conférence de l'année scolaire de l'Association d'astronomie IPSA-Vega, ainsi que du cycle de conférences IPSA demain. Et ce cycle reprendra en septembre. Donc, l'Agence spatiale européenne s'apprête à lancer le premier rover européen sur Mars via son programme d'exploration ExoMars, avec un lancement prévu pour l'an prochain, en 2022. L'objectif de cette conférence d'environ 40-45 minutes aujourd'hui est de rappeler la place de l'Europe dans l'exploration martienne, ainsi que de donner les enjeux de la mission ExoMars, qui est une collaboration russe et européenne. Comment l'ESA se prépare à opérer le rover, quelles sont les nouveautés techniques et technologiques apportées par ExoMars, par l'ESA, et quelles sont les expériences scientifiques prévues. Cette conférence permettra notamment de donner des réponses à ces questions. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir non pas un, mais deux invités. Luc Joudrier, un ingénieur français, manager des opérations pour la mission ExoMars, et Romain Fontaine, un alumni de l'IPSA qui a été diplômé en 2019. Sachez que durant toute la conférence, il y a un espace de chat qui est ouvert pour poser toutes vos questions, que ce soit à Romain, par exemple, sur son parcours, ou Luc Joudrier sur la mission. Et donc, il aura un temps de questions-réponses environ de 30 minutes à la fin de la présentation. Et donc, désormais, je laisse la parole à Romain pour qu'il vous relate son parcours brillant ainsi que son rôle dans la mission ExoMars. Et vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Fontaine et merci à Salomé. Je suis ravi d'accueillir Luc pour cette conférence IPSA-Vega, dont moi-même je faisais partie en tant qu'étudiant. Donc j'ai été diplômé en 2019. Je suis rentré à l'IPSA après un stage, un baccalauréat STI2D. J'ai fait mes études à Paris dans la section système avant d'intégrer la partie ELS, la partie majeure spatiale, pour être ingénieur dans le spatial et l'aéronautique, où j'ai notamment travaillé en fin d'études sur le rover Curiosity, qui m'a amené par la suite à travailler sur ExoMars. Mais entre-temps, j'ai aussi fait un deuxième master à l'École polytechnique de Turin, où j'ai eu la chance d'avoir des cours sur l'exploration spatiale et les systèmes embarqués dans le spatial. J'ai notamment travaillé sur la Lune, sur Titan, ainsi que des missions robotiques. Et aujourd'hui, je suis sur le programme ExoMars, la mission ExoMars 2022, où, avec Luc, notamment, toutes les équipes, nous préparons les opérations. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Luc, qui est un ingénieur français, passé par École Centrale Lille, et aujourd'hui manager des opérations, mais aussi mon superviseur à l'ESA. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence avec Luc Joudrier. Nous sommes ravis de répondre à vos questions à la fin. Merci Romain. Bonjour à tous. J'aimerais donc vous présenter la mission ExoMars. Vous avez sûrement déjà entendu parler beaucoup de l'exploration martienne avec Persévérance qui a atterri il y a quelques semaines sur Mars. Et donc, cette conférence me donne l'occasion de présenter ce qu'on est en train de concocter pour 2022. Et j'espère que ça vous donnera envie de regarder plus en détail cette mission et de suivre toutes les activités de préparation et vous vous rappellerez, j'espère, de cette conférence lorsque nous atterrirons sur Mars en 2023. Alors, la recherche de la vie passée sur Mars, c'est un des objectifs et un des grands enjeux de cette mission. Et je vais essayer de vous présenter principalement l'entité rover, qui est le système sur lequel j'ai travaillé depuis presque 20 ans maintenant, et qui est vraiment le bras armé de cette recherche, sachant qu'il y a d'autres éléments dans le projet ExoMars, dont le 13 Gaze Orbiter, donc un orbiteur qui est déjà autour de Mars et qui servira de relais pour le rover, et la Surface Platform, donc qui est fabriquée par les Roscosmos, donc l'agence spatiale russe, et donc qui aussi a un intérêt très important, évidemment. Mais j'ai vraiment préféré vous présenter des détails intéressants, je pense,
du rover qui est assez spécial. Donc, pour bien comprendre la mission, j'aimerais d'abord vous présenter quelques éléments de scientifiques. Alors rassurez-vous, je ne suis pas scientifique moi-même, mais forcément, pour s'occuper des opérations, il faut essayer de comprendre pourquoi les scientifiques veulent faire cette mission. Et donc, c'est ce slide qui est vraiment très, très important. Si vous comprenez ce slide, vous aurez vraiment compris toute la mission. Donc, à l'origine, Mars et la Terre ont évidemment une vie commune, à l'origine du système solaire. Et comme vous pouvez voir et imaginer, Mars et la Terre ont une vie parallèle qui, à l'origine, est assez semblable. Et on a maintenant des preuves que Mars était tout aussi, où l'eau était tout aussi abondante sur Mars que sur la Terre, et l'a perdue. Et donc il faut remonter très loin dans le temps, à 4,4 milliards d'années, gigayears, pour retrouver ces conditions. Et en fait, on pense, le début des conditions qui sont compatibles pour l'apparition de la vie sur Mars. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle, garder en tête un parallèle entre Mars et la Terre et les conditions d'origine d'apparition de la vie sur Mars. Évidemment, on sait très bien que Mars et la Terre ont évolué de manière complètement différente. Mars est complètement aride, a perdu la plupart de son atmosphère, etc. Et on ne voit plus d'eau liquide sur Mars, en tout cas vu d'orbite, mais l'origine est très importante, donc 4,4 milliards d'années. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Une fois on doit essayer de comprendre aussi comment la vie est apparue sur Terre. Si on cherche la vie sur Mars, il faut aussi comprendre pourquoi c'est sur Terre. Donc les hypothèses scientifiques actuelles, c'est qu'elles auraient apparu au fond de la mer sur des cheminées, comme on voit sur l'image, qui fournit des températures correctes, ni trop froides ni trop chaudes, une protection aux radiations UV, une fourniture aussi de matière organique et un bouillon de culture intéressant pour que la vie puisse démarrer. Donc idéalement, si on était capable de trouver sur Mars ce type de formation, on aurait de grandes chances de maximiser la découverte de vie passée sur Mars. Qu'est-ce qu'on cherche quand on parle de chercher la vie? Alors évidemment, la vie actuelle, elle est composée de molécules organiques extrêmement complexes dues aux cellules, qu'elles soient organiques des plantes ou des hommes et des animaux. Donc, on se retrouve avec des grosses molécules organiques, mais au cas où cette vie ne soit pas encore en cours sur Mars, ce qu'on cherche principalement, c'est des fossiles de micro-organismes et de voir leur structure, c'est-à-dire des colonies de cellules qui auraient colonisé et donc ont laissé des empreintes. Donc c'est ça qu'on recherche, on rechercherait sur Mars. Évidemment, s'il y a aussi encore, si ça a été préservé, des molécules organiques qui sont des résidus de ces colonies, donc c'est ces résidus organiques qu'on est intéressé à rechercher. Et on sait évidemment, j'imagine que vous avez suivi ça aussi, que les scientifiques pensent qu'il y a un apport météoritique et des comètes qui tombent sur les différentes planètes du système solaire et qui fournissent un apport en matière organique aussi. Donc tout ça, c'est, je dirais,
c'est l'objectif de la recherche de la vie sur Mars. La question, c'est où aussi. Donc forcément, il faut qu'on aille à un endroit ancien, il faut chercher des molécules organiques, et après, le problème, puisqu'on va chercher des molécules organiques qui ont des origines de plusieurs milliards d'années, hein, on parle de 3,7 à 4 milliards d'années, il y a eu forcément des radiations, et on sait que les radiations et les oxydants détruisent les matières organiques complexes. Donc forcément, on cherche à accéder à des sources de roches qui ont été fabriquées à cette époque et qui ont été préservées de ces oxydations. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait, pour avoir une préservation, à peu près 1,5 mètre sous le niveau de la surface pour pouvoir avoir les meilleures chances de trouver des résidus organiques. Donc une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris vraiment les grands principes clés de la mission ExoMars. Et donc je vais essayer de vous présenter maintenant l'implémentation qu'on a fait depuis presque 20 ans de ce concept. Et pour ça, évidemment, on a choisi un site d'atterrissage qu'on appelle Oxyaplanum. Vous pourrez chercher sur Internet pour beaucoup de détails. L'idée, donc, c'était de chercher sur Mars. Donc là, vous voyez la topographie martienne connue qui a été organisée de MOLA Dataset. Et donc, on s'est focalisé dans un premier temps sur les latitudes entre 5 et 5 degrés nord et 25 degrés nord, là où il y a des anciens terrains, et aussi parce que c'est à ce niveau-là où c'est quand même relativement plus facile pour opérer une mission martienne. C'est-à-dire qu'après, les conditions plus au nord deviennent encore plus difficiles, et donc il faut quand même pouvoir opérer un rover dans des conditions relativement acceptables pour Mars. Un des points aussi de sélection pour le site d'atterrissage, c'était la profondeur de l'atmosphère. Évidemment, comme vous savez, Mars a une atmosphère de 100 fois plus faible en densité que la Terre. C'est beaucoup plus difficile d'utiliser le frottement pour décélérer. Et donc, il fallait une certaine profondeur, épaisseur d'atmosphère minimum. Donc, on est à moins 2 km pour pouvoir avoir suffisamment de décélération. Donc là, on peut voir une image de Chryse Planita. Donc vous le voyez ici, hein, vous reconnaissez par rapport à la précédente, donc c'est ici. Et on a eu plusieurs sites proposés, hein, et celui qu'on a retenu, c'est Oxyaplanum. Et on peut voir en rouge une vue orbitale, une compréhension en tout cas de ce qu'on pense être des argiles. Et évidemment, qui dit argile dit composé fabrication en milieu aqueux. Et donc, ça rejoint l'hypothèse scientifique que j'ai expliquée précédemment. Et donc, ce qui est assez intéressant par cette image, je trouve, personnellement en tout cas, c'est que Chryse Planita ressemble fortement à une mer, et on voit les fleuves qui s'écoulent vers cette mer. Donc il y a des évidences, je dirais, macro-géologiques qui vont vers cette idée qu'il y avait de l'eau en abondance sur Mars. Et donc quand on ira sur cet endroit, on pourra aussi vérifier cette hypothèse qu'il y avait une mer avant.
On zoome toujours sur Oxyaplanum et vous voyez ces ellipses qui sont les ellipses de landing à 3 sigma, donc à 3 sigma de probabilité. Et donc en fait, vous vous apercevez qu'elles sont très grandes puisque ça fait 100 km. 100 km sur 10 ou oui, je crois que c'est 100 km sur 10. Et donc forcément, c'était assez difficile de placer ces grandes ellipses sur un terrain qui est forcément assez accidenté. Et donc c'était un sacré travail des scientifiques et de l'industrie pour trouver un site d'atterrissage qui convienne. Donc comme vous voyez en rouge, encore une fois, on voit les argiles. Donc a priori, une fois où on atterrisse sur cette ellipse, on a de grandes chances de trouver ce que l'on cherche. Une image iRISE, donc c'est iRISE, c'est l'imageur très précieux sur Mars Reconnaissance Orbiter que tous les scientifiques utilisent et qui fournit des images étonnantes de Mars depuis l'orbite à 25 cm par pixel. Et donc là, on peut distinguer des dunes, des cratères, des rochers. Donc ça, c'est une vue, mais je dirais les terrains sur Mars sont assez diverses. Donc c'est pour vous donner l'idée globale de ce qu'on connaît de Oxyaplanum. Hélas, pour l'instant, puisqu'on n'y est pas allé, on n'a pas de vue de la surface en réalité. Évidemment, on s'inspire et on essaye de comprendre le lien entre les images qu'on reçoit des missions américaines et les missions et Oxyaplanum en fait. Donc je reviens à ce site pour clore ce premier chapitre, ce slide pour lequel donc on retrouve et on voit la partie aqueuse, on va dire, où l'eau était abondante encore sur Mars, et donc où il aurait pu y avoir apparition de la vie. Et donc là, on a tenté de mettre, je dirais, où est-ce que Rosalind Franklin, le rover d'ExoMars, va atterrir, donc en termes de temps, et aussi en termes de type de terrain que l'on attend. Et on a aussi mis Perseverance et Curiosity. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Rosalind Franklin, a priori, devrait aller dans un temps plus ancien que Perseverance ou Curiosity. Donc, a priori, des types de terrains différents. Le système maintenant. Avant d'aller vraiment sur ExoMars, évidemment, vous avez tous suivi Perseverance et pour éviter un certain nombre de questions après par rapport à la comparaison entre ExoMars et Perseverance, ce qui pourrait être logique, j'aimerais rappeler que Perseverance, c'est le résultat c'est la 5e évolution en fait du programme américain. Et donc, alors que nous, si on essayait de faire la même evolution plate, et ben, au niveau européen, c'est notre premier. Donc, on serait plus ici, au niveau de Sojourner. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en fait, les Américains ont accumulé plus de 10 000 jours ou sols. Hein, les sols martiens, les sols, c'est les jours martiens qu'on appelle sols. Ils ont accumulé plus de 10 000 sols d'opérations sur Mars. Donc, ils ont une très grande expérience et nous, on espère avoir les mêmes succès. Et notre mission nominale n'est que de 7 mois, hein, donc de 211 jours, 211 sols à dater du 10 juin 2023.
Et évidemment, on espère qu'on restera opérationnel bien plus que 211 sols sur Mars, comme les rovers américains précédents. Mais voilà la mission nominale, et on espère aussi durer longtemps et découvrir beaucoup de choses. Donc là, vous pouvez, je crois que cette image a été présentée aussi en introduction. Donc on peut voir le lander Kazachok, qui est refermé avec ses panneaux solaires refermés, et dans lequel le rover est à l'intérieur, et au-dessus la coupole pour le transport à travers l'espace. Et là, le rover ExoMars, évidemment replié sur lui-même pour prendre le moins de place possible dans Kazachok. Et là, une fois déployé, on voit le rover. Donc ça, c'est les images de Rosalind Franklin, hein, donc du flight system, qui a été testé qui était en test encore il y a quelques mois. Sur cette image, qui est une illustration, on peut espérer voir le rover et la Surface Platform landed sur le terrain de Mars, déployés en ayant réussi l'égresse, donc la partie roulée le long des rampes, et commencer sa mission sur la surface. On espère avoir évidemment bénéficié des instruments de la Surface Platform, dont des instruments très intéressants au niveau météorologie, mais aussi aux quatre coins. Là, on peut le voir ici, des caméras, et donc on espère bénéficier d'images du rover depuis la Surface Platform, d'images et même de petites vidéos. Ça, c'est l'objectif. Donc Rosalind Franklin, un peu plus en détail. Donc un mât qui est déployable, des panneaux solaires qui fournissent à peu près 100 watts instantanés, et sur une journée, on va créer à peu près 1500 watts-heure. Et donc ça, c'est pour les panneaux solaires. Évidemment, 6 roues, donc c'est le système de mobilité. J'en parlerai plus après. Un mât qui est déployable avec des caméras scientifiques, le PanCam, et des caméras plus pour la navigation, les navigation caméras, et juste derrière le drill, là, les caméras de localisation qui sont fixes. Évidemment, vous avez compris, l'objet le plus important le plus important, ils sont chacun importants, mais ce qui est très important, c'est le drill, donc qui est devant, et donc la foreuse qui nous permettra d'accéder à des échantillons sous la surface martienne, à 2 mètres sous la surface. À l'intérieur du rover, on voit une vue explosée, c'est assez compliqué, très intégré, donc ça c'était une partie assez difficile. Il y a un mini laboratoire qui permet d'analyser les échantillons et retourner les résultats des échantillons sur Terre. La mission de retour d'échantillons sur Terre, hein, donc qui a commencé grâce à Perseverance. Perseverance va aller sur Mars pour aller connecter des échantillons, les mettre dans des tubes, les laisser sur Mars, et c'est la mission suivante qui inclura un sample fetching rover, donc un petit rover qui va aller collecter les tubes et les ramener au Massa de véhicule, qui va tout ramener vers la Terre. Et donc ça, c'est l'étape suivante. Actuellement, on envoie donc avec Rosalind Franklin un laboratoire qu'on appelle ALD,
Analytical Laboratory Drawer, donc à l'intérieur. Donc vous imaginez que c'est extrêmement intégré et ce fut difficile de tout mettre à l'intérieur avec des contraintes de masse très importantes. 9 instruments dans la suite de payload, donc d'instruments qu'on appelle la Pasteur Payload. En catégorie, il y a 3 instruments pour faire de la surveillance de la surface, donc les Panorama PanCam, Eisen qui est un infrared spectromètre, un spectromètre infrarouge, CLUPIG, un close-up imager, c'est un peu la loupe du géologue. Pour la surface, la subsurface, en dessous de la surface, on a donc Wisdom qui est un Ground Penetrating Radar, Hadron qui est un instrument qui est déjà sur Curiosity, en fait c'est un instrument russe, et qui détecte les neutrons, en fait la quantité de molécules H, donc qu'on associe donc à H2O. Donc en fait, il mesure la quantité d'eau sous la surface. MAMIS aussi un multispect, un infrared spectromètre qui est lui logé dans le drill lui-même. Donc il pourra inspecter le trou de la foreuse. Et donc à l'intérieur, on a les in situ instruments, donc dans l'ALD, Analytic Laboratory Drawer, 3 instruments, Microméga, qui est un spectromètre dans le visible, RLS, donc Raman Spectrometer, laser spectrometer, et MoMA, qui est composé de 2 instruments, LDMS et GCMS, donc un laser desorption spectrometer et un gaz spectrometer. J'en donnerai quelques détails plus avant. Si vous voulez plus de détails sur ces instruments scientifiques qui sont vraiment des petites perles, allez sur Internet, il y a beaucoup de papiers dessus. La foreuse, donc là on peut voir le grand test modèle en test, et qui donc c'est pas Rosalind Franklin, le rover qui va aller sur Mars, c'est un rover qu'on a fabriqué à partir des modèles de qualification du système, et qu'on va utiliser pour l'entraînement des opérations. Et donc c'est pratiquement la réplique de Rosalind Franklin rover. Et là, évidemment, on voit des détails de la foreuse. Ce qu'on peut voir sur le côté ici, c'est une vue du dessous, et on voit là la foreuse qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a un piston qui permet d'ouvrir et de forer une carotte de à peu près 2,5 cm sur 1 cm de diamètre. Et c'est cet échantillon qui est récupéré et fourni au rover grâce à ce petit chariot. Donc il y a une délivrance, là on peut voir la délivrance des échantillons sur le petit chariot, puis qui est ingéré dans le rover. Là, je vous présente un petit schéma qui d'ailleurs a été fait par Romain et qui est très intéressant parce qu'il résume vraiment toutes les activités de la vie de cet échantillon, de son acquisition par la foreuse, puis après son écrasement dans ce qu'on appelle la crushing station. Donc en fait, c'est 2 mâchoires qui écrasent l'échantillon en poudre. Et cette poudre est donnée dans des entonnoirs et dosée, un peu comme on peut imaginer une machine à café. Je me souviens, il y a quelques années, on avait pris cette image d'avoir une machine à café dans le rover. Donc on récupère les échantillons, on moule les grains et on les dose
sur cette petite plateforme, sur un carrousel, donc sur une petite plateforme qui, elle, une fois qu'on a dosé plusieurs fois, on permet d'araser, donc avoir une surface plane qui peut être présentée aux différents instruments, donc microméga, Raman spectromètre et le LDMS. Et une fois qu'on a fait ça et si on a trouvé des choses intéressantes en termes de molécules organiques, hein, je vous rappelle, c'est ce qu'on recherche à la fin, eh bien, on peut choisir de doser une partie de l'échantillon dans des fours. Donc, ces petits cylindres qu'on voit autour de oven filling, là. Et ces fours, donc, une fois remplis, sont chauffés. On récupère les vapeurs. Donc, c'est chauffé à 800 degrés, 850 degrés. On récupère les vapeurs et donc là, il y a un mass spectromètre, c'est-à-dire un système très complexe qui permet de séparer par rapport à leur masse les molécules et de pouvoir les analyser. Et donc après, on est capable de dire quel type de molécules complexes en fonction de leur signature massique. Un élément très important quand on va à la recherche de la vie sur Mars, c'est surtout de ne pas retrouver ou déclarer qu'on a trouvé de la vie et qu'on a en fait rapporté de la Terre. Donc ça, c'est une difficulté, c'est essentiel pour le succès de la mission scientifique, et c'est une difficulté particulière pour la fabrication de ce type de mission. C'est vraiment une contrainte centrale pour la définition, l'assemblage et vraiment la qualification du système. Ça nous limite dans le choix des matériaux, puisque les matériaux dégazent et donc peuvent dégazer des molécules qui pourraient être des faux positifs pour la détection de la vie. C'est pour ça qu'on a créé un système, donc dans l'ALD, dans le mini-laboratoire à l'intérieur, on a créé ce qu'on appelle une ultra clean zone, donc comme son nom l'indique en anglais, et une zone particulièrement propre, qui est en fait même en surpression pour éviter qu'il y ait des entrées pendant toute la phase où on est sur Terre, des entrées de molécules qui viendraient détruire en fait les objectifs scientifiques. Et en fait, cette ALD sera ouverte sur Mars seulement à peu près une centaine de 60 à 100 mètres au-delà de la surface plateforme, parce qu'évidemment, on ne veut pas non plus polluer nos résultats par les rejets de molécules qui auraient dû au rétrofusée lors de l'atterrissage. Donc on pousse les choses évidemment très loin parce que c'est vraiment le cœur de la mission. Donc tous les éléments ont été nettoyés, stérilisés. On a utilisé le dry heat sterilization. Donc grosso modo, il faut chauffer 120 degrés pendant plusieurs heures. Pour certains cas, c'est pas vraiment suffisant parce que tuer les spores, donc tuer les molécules, tuer les cellules, c'est une chose, mais elle reste détectable. Donc il faut vraiment nettoyer. Donc c'est vraiment très important aussi même à l'origine de fabriquer les systèmes déjà propres. Ça avait beaucoup aussi une implication sur la qualification de l'électronique, surtout celle externe, qui devait avoir une qualification entre moins 130 degrés, hein, donc 120 degrés, moins 120 degrés Celsius, c'est le minimum qu'on peut voir sur Mars, et avec 10 degrés de marge, on a dû qualifier les systèmes jusqu'à moins 130 degrés, jusqu'à, je dirais, un range compatible avec
le chauffage dû à la stérilisation. Donc ça, pour l'électronique, c'est quand même pas très facile. De plus, on a dû créer des salles blanches et des chaînes d'assemblage spécifiques. Par exemple, vous voyez en image en dessous le glove box, donc la boîte la boîte qui a servi à assembler tout l'ALD, donc l'ultra clean zone. Donc là, c'était particulièrement propre et stérile. Et à droite, on voit la BioClean Room qui a été fabriquée spécifiquement pour ExoMars à Stevenage par Airbus, qui s'est occupé de l'AIT, donc l'assemblage et l'intégration du rover. Et cette Clean Room va être réutilisée pour le rover suivant, donc le Sample Fetching Rover. Alors, un point particulier, évidemment, un rover, c'est mobile. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi et pris j'ai fait le choix de vous présenter en particulier la mobilité pour que vous puissiez comprendre les particularités d'ExoMars. Une fois qu'on a compris je dirais le but et le système de la foreuse, donc le but de récupérer des échantillons, évidemment, il faut pouvoir aller placer cette foreuse au bon endroit sur Mars. Donc le système de locomotion du rover, si on fait une comparaison avec des véhicules tout-terrain sur Terre, quand on parle de 4x4, donc 4 roues motrices, donc ça c'est la formule des SUV qu'on a généralement. Là, nous, on a un 6x6 plus 6. Donc 6 roues motrices, 6 roues directrices et plus 6 roues articulées. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu plus de détails sur ce système. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est que en fait, c'est un système qu'on appelle tri-bogie, donc 3 bogies. Donc un bogie, c'est un ensemble de deux roues sur un axe. Comme pour les trains. Et donc le système est composé de 3 bogies. Et je vous invite à regarder via le système américain, donc, qui est utilisé depuis Sojourner. Ils utilisent un concept différent qui s'appelle Rocker Bogie, qui est un petit peu plus complexe et plus massif. Donc on a fait beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose de simple et d'efficace. Donc une fois qu'on atterrit, le rover doit se déployer. Donc vous aviez vu les images du rover replié sur lui-même dans Kazachok. Et donc là, bon, je vais passer un petit peu en accéléré. Une fois atterri, on va déployer les roues externes. Et après, il va se soulever par lui-même. On fera ça en plusieurs étapes, évidemment. Essayez d'aller doucement. Donc, le rover, de manière globale, va toujours assez doucement. Hein, donc, on est obligé d'accélérer les vidéos, sinon on s'endormirait. Donc là, c'est le déploiement vu d'un autre angle. D'abord les roues et après, il remonte tout seul. Voilà. Donc ça, c'est le déploiement. Une fois qu'on a déployé, on exécute ce que j'appelais l'égresse. Donc la plateforme fournit la possibilité de faire une égresse soit de l'avant, soit de l'arrière. Donc on a grosso modo seulement 2 choix. Donc il faut espérer que quand on va atterrir, une des deux au moins solutions sera viable. Je pense qu'on essaiera de toute façon, quelle que soit l'option. Et donc là, vous voyez une vidéo d'un cas extrême où la Surface Platform est inclinée à 20 degrés et il y a un obstacle sur la roue, sur la rampe,
de 25 cm. Et donc, vous voyez que le rover s'en sort plutôt bien. Donc ça, c'est important, évidemment, d'avoir confiance. Et donc, on a testé énormément le système pour avoir confiance, puisque c'est une des missions, un des aspects les plus critiques. Une fois qu'on a atterri et qu'on est sur la surface, la mission devrait se dérouler plus facilement. Une caractéristique très importante aussi et spécifique du rover ExoMars, c'est ses roues flexibles. Donc c'est des roues avec plusieurs composants. Le pourtour est en acier et les ressorts, merci. Les ressorts sont en titane. Donc, recherche d'optimisation de la masse. Donc, pourquoi on a des roues flexibles? Parce qu'idéalement, on aimerait avoir les plus grosses roues de la Terre pour aller dans un terrain inconnu comme Mars. Mais évidemment, il y a une limite au niveau du volume qu'on peut emporter de la masse. Donc, en fait, on a des petites roues, mais elles sont flexibles, et ce qui permet de compenser de manière assez bonne la surface de contact avec le terrain, et ce qui permet d'avoir une bonne surface de grippe. Donc là, on a testé sur 4 fois la vie. Donc, on a prévu plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres de tests. Donc, on a confiance que nos roues vont faire le boulot. Là, je vous présente des tests pour monter les roues, monter des pentes. Donc, il y a plusieurs types de terrains sur Mars. On en a défini 4, grosso modo, avec plus ou moins qui ont plusieurs niveaux de difficulté. Généralement, c'est des terrains qui sont peu cohésifs et donc c'est très difficile de monter avec eux. Imaginez du sable dans le désert. Vous avez déjà vu peut-être le Paris-Dakar et les voitures de rallye qui restent embourbées. Donc évidemment, nous, on veut éviter cette mésaventure. Une caractéristique aussi intéressante qu'on voit, c'est les 6 roues directrices. Donc là, le terrain est incliné, presque 20 degrés. Et sans ces 6 roues directrices, déjà, le rover serait déjà pratiquement en bas de la boîte. Donc là, grâce aux 6 roues directrices qu'on voit, en fait, il permet de compenser l'effet de la gravité vers le bas. Et donc ça donne aussi une très bonne confiance que lorsqu'on demande au rover de suivre une trajectoire, malgré le relief qui peut être accidenté et même incliné, il va suivre cette trajectoire de manière propre. Il y a aussi évidemment des capacités pour tourner. Donc là, je vous présente une vidéo de ce qu'on appelle point turn, donc qui tourne sur lui-même. On a fait donc de nombreux tests pour vérifier qu'il est bien capable de faire toutes ces activités. Encore une fois, franchissement d'obstacles. Donc, il est capable de remonter des obstacles à peu près du diamètre de la roue, donc 25-28 cm. Et vous pouvez voir sur cette vidéo l'effet intéressant des roues flexibles. D'une part, elles s'adaptent vraiment sur le terrain et augmentent le grip sur les rochers. Et en plus, le mouvement du rover est assez souple. Toujours plus difficile, là, c'est plusieurs obstacles à la fois. Donc là, probablement, on essaiera d'éviter ce type de terrain, mais on a confiance que notre système est quand même très capable pour pouvoir surmonter les obstacles qu'on serait obligé de surmonter. Je vous laisse regarder
les performances du rover. Toujours intéressant. Alors, les tri-bogies, le système est passif et permet de répartir en fait le poids du rover sur les 6 roues, et c'est ce qui donne le maximum d'efficacité. Alors, on avait aussi vu, peut-être que vous aviez suivi il y a quelques années, le rover Opportunity qui s'était coincé sur une dune, et donc on a voulu vérifier que notre rover était capable de sortir de situations très compliquées. Donc là, on avait vraiment, on l'avait complètement enterré presque jusqu'à la moitié des roues, voilà, et il est capable de sortir de terrain très souple. Donc là, c'est vraiment de la poudre. Ça serait très difficile pour un système non adapté de sortir de ça. Et peut-être vous en avez déjà entendu parler, on appelle ça le wheel walking. C'est vraiment l'atout en termes de mobilité du rover, même si c'est très lent. C'est un peu notre assurance vie en termes de locomotion si on arrivait à être malgré tout coincé dans des endroits très difficiles. Et donc on a la possibilité, en utilisant le système de déploiement qu'on a vu initialement, donc de marcher tout en roulant. Et ça nous donne des capacités de monter des pentes que des systèmes qui n'ont pas ce système, en fait, ne sont absolument pas capables de faire. Hein. Curiosity, Opportunity et Perseverance, malgré leurs grosses roues, ne seraient pas capables de monter ce type de terrain. Une fois qu'on a vu les capacités au niveau de locomotion du système en lui-même, il y a l'aspect contrôle. Et donc le système est capable évidemment suivre les petites fonctions en direct driving, donc d'aller tout droit ou de faire des point turns. Il est aussi capable de suivre une trajectoire. Il est aussi capable préparé par le sol, il est aussi capable de vérifier que cette trajectoire est sans obstacle. Et évidemment, l'aspect supplémentaire, c'est aussi ce qu'on appelle autonomous navigation, c'est-à-dire on lui donne un objectif et il est capable de rejoindre cet objectif en détectant et en évitant les obstacles. Donc c'est la petite vidéo que je vous montre là, donc qui a été faite il y a déjà presque 15 ans, à l'origine du concept de ce système. Et donc le système prend des images, donc on va voir la suite ici. Donc, il prend des images devant, ça devient assez classique maintenant. Donc, on prend des images à droite, devant et à gauche. Après, on calcule à partir de la Digital Elevation Map, on comprend les obstacles, on calcule des navigation maps, donc des maps de navigation. Et à partir de ça, on sait si le rover est capable de naviguer à tel endroit ou pas. Et en fonction de l'objectif, on calcule une trajectoire, donc que vous pouvez voir le trait blanc au milieu. Et après, on l'exécute. Et donc, on fait ça de manière récursive jusqu'à atteindre l'objectif. Donc maintenant, je vais passer à un dernier volet de ma présentation, qui est les opérations. Et avant, je vais vous présenter l'architecture de la mission, en passant de droite à gauche. Donc, à droite, on voit les
les systèmes sur Mars, donc le rover et le lander, donc Rosalind Franklin, Kazachok. J'ai représenté aussi d'autres rovers ou assets sur Mars, parce que en fait, eux aussi utilisent les orbiteurs qui tournent autour de Mars et relaient les données entre Mars et la Terre. Donc je peux déjà vous dire que, si vous ne le saviez pas déjà, Persévérance, toutes les magnifiques vidéos qu'on a vues ont été relayées, pour la plupart, ont été relayées par le TGO de l'ESA. Donc là, il y a une très bonne coopération avec la NASA pour pouvoir en fait fournir un service de relais à tous les éléments, tous les systèmes qui sont sur Mars. Donc les systèmes sur Mars, les orbiteurs, évidemment les ground stations, donc les grosses antennes, celles russes, les antennes de l'ESA, donc qu'on appelle ESTRAC, il y en a plusieurs autour de la Terre, et les antennes de la NASA, donc Deep Space Network, donc ils seront tous les trois mis à contribution pour pouvoir couvrir au mieux la mission. Donc une fois que les données arrivent aux ground stations, elles sont relayées au centre de contrôle, à l'ESA, donc à l'ESOC à Darmstadt, pour les données ExoMars, et après pour les NASA Relay Orbiter Mission Operation Control Center, donc pour les données qui arrivent pour les Américains. Ici, on peut voir une coopération pour pouvoir coordonner les activités de relais de tous les assets sur Mars. Et une fois que ces données sont récupérées, elles sont soit envoyées au ROC, donc Rover Operation Control Center, donc c'est là où on va contrôler Rosalind Franklin, donc c'est situé à Turin en Italie. Soit les données de la Surface Platform, du lander, donc du Kazachok, qui iront au SPOC à Moscou, Surface Platform Operation Control Center, et ils ont séparé, en fait, il y a le Surface Platform Science Operation Control, donc qui travaille en tandem, alors que nous, on a les scientifiques au niveau du ROC directement. Donc ça, c'est les centres de contrôle. Et après, une fois qu'on aura fait la mission, il y a l'archivage, le Long Term Archive, qui se fait à l'ESAC en Espagne. Donc c'est un centre spatial de l'ESA. Et je vous invite à aller visiter leur site, le Planetary Science Archive, qui est l'équivalent du PDS, Planetary Data System de la NASA, où on peut récupérer toutes les données publiques qui sont fournies par les différentes missions, pas seulement des rovers, mais toutes les missions d'exploration. Et il y a évidemment le même data archiving au niveau russe. Donc ça vous donne end-to-end l'architecture de la mission. Le ROC à Turin, donc il est prêt. On est en train de préparer l'entraînement des opérateurs et finaliser les process et les procédures. Et donc on voit le main control room au milieu avec les PC qui attendent les ingénieurs pour soutenir la mission, une room, une pièce dédiée au planning, une pièce dédiée aux discussions scientifiques, une pièce qui est à l'étage en fait, qui est complètement dédiée aux opérations scientifiques, donc ils peuvent analyser leurs données tranquillement sans être dans le feu de l'action des opérations. Et de manière très importante aussi, peut-être vous l'avez déjà vu, le Mars Terrain Simulator. Donc c'est un terrain juste à côté, en fait, on le voit ici à gauche du Engineering Room, donc qui permet de tester le GTM
donc le grand test modèle qu'on a vu précédemment, et il va nous servir dans les prochaines semaines. Donc je vous invite à suivre l'actualité. On va sûrement pas manquer de communiquer là-dessus pour commencer à tester les opérations du rover end-to-end, donc le drilling, la locomotion, etc., de manière complètement intégrée. Au niveau opération, évidemment, on suit un schedule d'opération et vous connaissez sûrement les phases classiques des opérations d'un spacecraft. Donc les phases E1 qui démarrent donc pré-launch jusqu'au launch et en fait finissent par le in-orbit commissioning review, donc la revue qui dit si le lancement s'est bien passé et le spacecraft est en bonne forme. Et après, on a la période de cruise, donc là, c'est quand même plusieurs mois pour arriver sur Mars. L'entrée descent and landing, donc l'arrivée sur Mars. Et après, phase E3, qui est la phase évidemment la plus importante pour nous, c'est la mission sur la surface. Mais évidemment, chaque étape est essentielle pour arriver à la phase E3. Donc, c'est essentiel, évidemment, de réussir le lancement, le cruise et l'entrée descent and landing, qui est évidemment très délicate. Vous avez tous entendu parler dans la presse les Américains qui parlent de 7 minutes de terreur, donc on verra bien. Donc pendant sur la surface, donc on a la période d'égresse, la période de commissioning du rover qui devrait être à peu près une vingtaine de jours, et après on commence les opérations de routine, donc la recherche de vie sur Mars, donc qui arrivera en 2023. Et évidemment, on espère qu'on aura, comme toutes les missions martiennes jusqu'à présent, une mission étendue. Voilà. Ce que je voudrais juste vous présenter, c'est que, en fait, donc ça c'est la mission pour le rover. Évidemment, on va suivre au niveau du rock les activités de check-out du ring cruise, mais ça va être relativement peu fréquent. Et donc, pendant tout ce temps, après le launch, on va s'entraîner avec toutes les équipes et faire un programme assez dense de training and simulation pour pouvoir être fin prêt au moment où il faudra l'être pendant les opérations sur la surface. Un résumé en images de ce que fait le rover. Cruise, égresse, donc ça je vous l'ai déjà présenté. Après, le rover va, une fois le commissioning qui aura été effectué, les scientifiques vont nous demander d'aller à des endroits spécifiques qu'ils auront repérés. On va rechercher des endroits spécifiques pour pouvoir forer et récupérer des échantillons. Donc c'est l'étape de forage. Donc après l'étape de recherche avec le Ground Penetrating Radar. Donc le radar nous permet d'avoir une vision de qu'est-ce qu'il y a en dessous. Une fois qu'on a récupéré les échantillons, on les met dans le LD, on les analyse et on recommence. Voilà, donc ça c'est vraiment la mission en elle-même, c'est de récupérer des échantillons et les analyser à différents endroits pour pouvoir découvrir des molécules organiques et on espère découvrir des molécules complexes qui pourraient être liées à la vie. Alors, pour planifier ces opérations, c'est particulier pour un rover parce qu'en fait, il y a énormément de variables que l'on doit prédire. Donc, évidemment, l'heure du lever du rover qui peut évoluer. Le rover se lève en fait quand il reçoit suffisamment d'énergie sur ses panneaux solaires.
donc il faudra aussi les prédire. L'heure de réception des commandes, donc quand est-ce que l'orbiteur va passer. La durée de chauffe des éléments, qui aussi dépend de la situation du rover et de la température vue sur Mars. La puissance générée des panneaux solaires, qui dépend aussi de la situation du rover. Pour rappel, Perseverance, Perseverance et Curiosity n'ont pas de panneaux solaires, hein, ils ont des radioisotopes heating regenerator, donc en fait ils n'ont pas ce problème, ils ont de la puissance en permanence. Évidemment, quand on navigue sur le terrain, il y a la durée de navigation en fonction du terrain est aussi à prévoir et à planifier. Et éventuellement, si c'est de la navigation autonome, il prend des décisions lui-même. Donc, il faut pouvoir essayer de comprendre et planifier ces décisions. La durée de forage aussi, c'est une incertitude, puisque plus le terrain sera difficile à forer, et plus on prendra du temps. Donc ça, c'est une inconnue. La durée de broyage de l'échantillon aussi, plus l'échantillon sera dur, plus ça prendra du temps à broyer, évidemment. Donc tout ça, c'est des aspects qui rentrent dans la planification du système, de la mission. Les durées de mesure aussi sont souvent dépendantes des conditions de température et des découvertes. Donc en fait, c'est assez aussi difficile de planifier de manière sûre. C'est pas simplement je prends une image, ça prend 30 secondes et voilà. C'est beaucoup plus compliqué. Et après, on a en retour la planification des données de transmission des données qu'on a accumulées durant la journée, et évidemment l'heure du coucher. Donc ça fait beaucoup de choses à planifier chaque jour. Quelques mots sur l'aspect de lien entre le rock, les activités du rover qu'on peut voir en bas, et les activités du rock, donc du centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, il est sur la Terre, et le rover est sur Mars, donc ça jusque-là tout le monde a compris. Au niveau du temps, Mars, c'est 24 heures et 40 minutes, donc ça veut dire qu'il y a 40 minutes de plus par heure pour le rover. Donc très rapidement, en fait, le rover et la nuit du rover et la nuit terrestre sont désynchronisées. Et donc, idéalement, le centre de contrôle, il aimerait travailler pendant que le rover, lui, dort. Et bien, en fait, tout ça, ça se décale. Donc, il y a une problématique de scheduling des personnels qui est assez importante. Elle s'ajoute au fait que pour ExoMars, on utilise simplement les orbiteurs. Les rovers américains ont une capacité en X-band de communiquer directement depuis la Terre au rover sans passer par un orbiteur. Donc c'est avec des bandes passantes très faibles, mais ça leur permet d'envoyer les commandes quand ils veulent. Là, nous, on est tributaire des passages des orbiteurs qui, eux aussi, sont variables. Donc ça fait beaucoup de variables à prendre en compte. Sinon, la logique, hein, c'est le rover exécute des activités, il y a une communication avec l'orbiteur, l'orbiteur transmet les données au centre de contrôle, le centre de contrôle réagit, prépare les nouvelles données, les nouvelles commandes, les envoie au centre de contrôle, donc ça il les prépare pendant la nuit, il les envoie au TGO, donc à l'orbiteur, qui à la nouvelle les envoie au rover, qui peut encore une fois exécuter les commandes. Donc c'est comme ça que se passent les activités. On a en fait au niveau du rock un temps pour le process tactique entre 4 et 8 heures, donc c'est vraiment pas beaucoup, et je vais vous expliquer comment on fait pour récupérer, pour gérer cette difficulté.
Le ROC, en fait, c'est ce que j'appelle une usine à plan d'activité. Donc, on doit gérer et créer chaque jour un plan d'activité pour le rover. On va tourner 7 jours sur 7, sur 2 shifts, et on aura aussi en parallèle, pendant les heures normales, un shift de strategic planning qui permet en fait de découpler les activités je dirais de réaction quand on reçoit les télémétries et les activités proprement dites de planification de qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Donc le centre de contrôle a 2 process en parallèle qu'il faut coordonner. Alors, je vous avais parlé des plans d'activité. C'est un peu comme des briques de Lego. Donc, on a créé des actions qui sont des fonctions de base du rover, qui sont codées dans le logiciel. Et ces briques de base, elles peuvent être aussi fabriquées et codées dans le logiciel comme des tâches, donc en fait des choses de plus complexes. Et les plans d'activité, en fait, le but du centre de contrôle, c'est de créer en fait des plans d'activité qui utilisent ces actions et ces tâches en créant quelque chose qui a du sens pour le jour. Donc ça, c'est vraiment la base. Vous pouvez voir en arrière-plan un plan d'activité, et en fait, c'est un plan d'activité qui est pratiquement lisible par un opérateur et qui est interprété à bord. Donc c'est un peu différent d'un certain nombre de satellites où on envoie les télécommandes et où on envoie les télécommandes dans une timeline et elles sont exécutées une par une. Là, le système est réactif, c'est-à-dire qu'il interprète une fonction et il attend les conditions de possibilité d'exécution de cette fonction pour pouvoir l'exécuter. Donc, on peut lui demander de démarrer une activité et il va s'attendre, il va attendre que les sous-systèmes soient chauds, etc., pour pouvoir continuer. Donc, c'est complètement désynchronisé par rapport au temps. C'est ce qu'on appelle un contrôle event-based. Il y a seulement les heures de communication des orbiteurs qui sont programmées dans une timeline. On a aussi quelques subtilités qui font partie de la possibilité, par exemple, de gérer des plans alternatifs au cas où on a des ressources supplémentaires. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a un certain nombre de points où on a une certaine incertitude en termes de planification. Et donc, si le rover, par exemple, a roulé plus rapidement que prévu, évidemment, on peut lui demander de faire un petit peu plus de choses pour pouvoir maximiser son temps sur Mars. Donc, il y a un certain nombre de décisions à bord. Donc, la navigation autonome, évidemment, est importante. On a aussi des décisions qui sont plus liées à l'aspect scientifique, et spécifiquement au niveau de l'ALD, donc du laboratoire. On a Microméga qui est capable de déterminer à bord, en fait, les objectifs pour l'instrument Raman et l'instrument MOMA LDMS. Donc ça nous permet de gagner du temps dans les opérations et surtout avoir, une fois qu'on a fait l'analyse en un seul jour, en fait, des premières analyses en un seul jour de l'échantillon, une fois qu'il a été écrasé et dosé, on a vraiment une analyse complète des trois instruments sur des points qui auraient été particulièrement intéressants relevés par Microméga. Le centre de contrôle, en fait, donc, il a un certain nombre de process, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place et finaliser. On a le tactical process dont je vous parlais et le strategic process. Et en fait, on a beaucoup de process à l'intérieur, pas seulement au niveau planning. Donc, ces process
doivent être coordonnés. Et donc, c'est pas simplement des process avec des outils. Donc, on a des outils qui nous aident à le faire, mais aussi des gens qui doivent interpréter les données et les préparer. Donc, au niveau process, c'est relativement classique, je dirais. Au niveau tactique, on reçoit les données, on vérifie qu'elles ont été bien reçues, puis on les analyse et on les visualise. Donc là, après, on a un meeting pour comprendre ce qui s'est passé le jour précédent, et ce qui nous permet de rentrer sur un process de planification du jour suivant, réactif par rapport à ce qu'on a effectué la veille. Et une fois que les scientifiques se sont mis d'accord, alors on rentre dans un processus plus technique de validation du plan et un aspect formel de validation, puisque une fois qu'il est validé, on l'envoie vers l'orbiteur pour être monté, envoyé sur le rover pour exécution. Donc ça, c'est au niveau process tactique. Et au niveau stratégique, comme je vous l'expliquais, on a la planification à plus long terme et à moyen terme qui permet en fait de donner des guides pour le système plus réactif qui est tactique, où là, ils n'ont vraiment pas le temps de réfléchir trop. Hein. Je vous rappelle ils n'ont que entre 4 et 8 heures, ça dépendra des jours, pour faire tous ces process. Donc, ils n'ont pas le temps de faire de la stratégie et de se poser de multiples questions. Et donc, l'idée, c'est que toute cette stratégie est complètement découplée, en fait. Donc ça, c'est une partie très importante, mais évidemment, on aura aussi la gestion des anomalies, on aura la gestion, l'organisation des shifts, la préparation des publications. On espère que chaque jour, on pourra donner au public une compréhension de ce qui s'est passé chaque jour, la préparation des archives, etc. etc. Donc là, je vous présente un résumé d'ailleurs, ça a été fait, noté par Romain Fontaine. Donc, un résumé de ce qui se passe au niveau shift, donc pour le tactical shift. Donc, on voit l'arrivée des télémétries et les différentes étapes jusqu'à du meeting des scientifiques et l'envoi des télémétries vers le rover. Donc ça, les télémétries, elles arrivent, comme je vous avais dit, à des heures qui ne sont pas fixes. Donc là, elles arrivent à 9h30 du matin, mais on aura des shifts le soir, etc. Donc il y a tout un travail de planification, comme je l'avais dit, qui est assez important. En gérant les variations. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut essayer aussi de planifier les teams des instruments qui ont besoin d'être là pour récupérer les télémétries de leurs instruments et ceux qui ont besoin d'être là pour préparer les plans d'activité pour leur instrument qui va être commandé le jour suivant. Donc c'est ce que ce slide explique. Au niveau de l'organisation du ROC, donc comme vous l'avez compris, on a les scientifiques et les ingénieurs, donc les opérateurs qui sont en charge du control team, sont en charge du contrôle du rover. Évidemment, ces ingénieurs et ces opérateurs, ils sont supportés, surtout au début, par les ingénieurs qui ont fabriqué le système. C'est tout à fait classique. Donc là, on se retrouve vers une organisation relativement classique. Et le ROC team, c'est vraiment la composition des scientifiques et du control team. Et en fait, le but vraiment ultime
du ROC, c'est vraiment une coopération étroite de ces deux entités pour pouvoir arriver à faire les opérations. Pour vous donner une image, le control team, c'est un peu le chauffeur de taxi, et les scientifiques sont nos clients. C'est les scientifiques qui nous disent où est-ce qu'ils voudraient aller, et le control team est responsable d'emmener à bon port, à l'endroit où ils voudraient aller, en leur donnant des conseils sur la manière d'y aller, puisqu'évidemment, par exemple, la locomotion, la planification de la locomotion est faite par le control team, mais c'est évidemment les scientifiques qui nous disent où aller. De la même manière, les scientifiques vont déterminer où est-ce qu'il faut forer, mais l'exécution, le contrôle se fera par le control team. Donc c'est vraiment une coopération très étroite qui va nous apporter ce succès. Et donc pour information, donc moi je serai le Rover Operation Manager, donc un des Rover Operation Managers, et donc je serai en charge de vérifier que le process de coopération fonctionne bien, et évidemment à la fin être sûr que les plans d'activité que l'on enverra au rover sont corrects et sont surtout sécuritaires pour le rover, pour qu'on ait une mission qui dure le plus longtemps possible et qui soit un succès. Donc, évidemment, tout ça, c'est des personnes, hein. Il y a énormément de personnes qui travaillent. Donc là, vous pouvez voir à gauche une partie des scientifiques qui étaient en congrès réunis au centre de contrôle. C'est vraiment qu'une partie, hein, parce qu'il y a vraiment des centaines de personnes. Et vous pouvez voir à droite des personnes d'Altec en situation de préparation de mission. Donc on se prépare activement. J'arrive à la conclusion. Donc l'ESA, je vous ai présenté donc la mission Rosalind Franklin, donc ExoMars, et plus particulièrement le rover Rosalind Franklin, qui est le premier rover d'exploration martienne de l'ESA, fabriqué par l'industrie européenne. Il présente un certain nombre d'innovations technologiques. J'espère que je vais pu vous en présenter une partie. Il présente aussi un certain nombre d'innovations vis-à-vis des opérations. Ce qui est important à se souvenir, c'est que cette mission a un très haut potentiel scientifique vis-à-vis de l'exobiologie, qui est l'objectif, hein, de trouver de la vie sur Mars. Donc Oxyaplanum, qui est là où on va, c'est un site ancien qui fait appel, qui est un parallèle avec l'apparition de la vie sur Terre. On sait qu'il y a des argiles formées en présence d'eau. On a l'intention de récupérer des échantillons jusqu'à 2 mètres sous la surface qui auront été préservés des éradiations, et on a une capacité avec nos outils scientifiques d'analyser, détecter des molécules organiques sur Mars. Évidemment, tout ce savoir-faire qui a mis, je vous rappelle, plusieurs dizaines d'années à se construire au niveau de l'Europe, sera utilisé pour la prochaine mission Mars Sample Return avec le Sample Fetching Rover. Vous pouvez voir une petite animation, c'est pas une animation, une image, représentation, donc qui est en cours de préparation, en coopération avec la NASA. Sur ce, donc, je vous rappelle 2 dates importantes. Le lancement 20 septembre 2022, donc c'est l'ouverture de la fenêtre de tir, qui est à peu près 1 mois, et l'atterrissage, qui lui est fixe, au 10 juin 2023. Je vous remercie de votre attention. Moi, je vous remercie de clair et vite. On va répondre aux questions qui sont posées dans le chat. Et donc, la première question qui nous vient,
et de Jordan. Et quelle est la place de l'intelligence artificielle dans cette mission et comment peut-elle être utile? Il n'y a pas d'intelligence artificielle à bord, d'une part parce que ça prend beaucoup de temps de calcul, et pour vous donner une idée, le computer du rover, il est plus de 1000 fois moins puissant qu'un PC banal que vous pouvez utiliser depuis qui aurait quelques années déjà. Donc c'est vraiment, on a très peu de capacité de calcul, et c'est toute une gageure hein, de faire tout ce qu'on doit faire avec très peu de ressources. Par contre, on utilise sur le sol, au sol, on commence à utiliser de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données. Donc ça, c'est quelque chose qui commence. On a déjà préparé un système automatique d'analyse des données iRISE pour donc des images satellitaires dont je vous ai montré un exemple. De manière automatique, puisque évidemment, faire une analyse manuelle de l'ellipse qui fait 100 km par 10, c'est pratiquement mission impossible. Donc on a automatisé ça grâce à l'intelligence artificielle. D'accord, merci. Et on avait une seconde question, c'était y a-t-il une solution de secours si le rover vient à se retourner? Non, le rover, en fait, il a une stabilité statique de 40 degrés. Donc, à moins que vraiment on veuille le faire se retourner en allant dans un précipice ou en le conduisant vers une zone trop dangereuse, il n'y a pas... C'est pas envisagé, et d'ailleurs, ce sera évidemment une de mes missions premières est de s'assurer que le rover reste entier tout au long de la mission. D'accord. Et nous avons ensuite une question de Benjamin de Promo 2018 qui nous dit, sur une durée de vie nominale de 220 sols, combien de sites espérez-vous étudier? C'est une bonne question. À peu près 5 ou 6 sites. Ça nous met, on a à peu près 20 sols par site. Donc ça, c'est le système nominal, mais en fait, ça va vraiment dépendre des scientifiques et de là où on va réellement découvrir. En fait, là, on rentre vraiment dans le domaine de l'exploration, et ça sera aussi un peu au jour le jour de savoir les décisions scientifiques. Est-ce que on reste à un endroit spécifique ou on veut aller dépenser d'une certaine manière du temps de mission pour aller à un endroit encore plus spécifique qui demanderait plus de temps de locomotion. Ensuite, nous avions une question de Hugo qui nous demandait où est assemblé le rover. Alors, le rover a été assemblé à différents endroits. Les sous-systèmes, en fait, ont été assemblés dans les différentes entreprises européennes qui ont participé à cette mission. Et en fait, l'intégration finale a été faite à Airbus UK, donc Airbus Stevenage. Mais pour des aspects, les aspects, par exemple, le drill a été assemblé lui-même en Italie. L'ALD a été aussi assemblé à Thales Alenia Space en Italie, Turin. Donc bon, mais strictement, le rover Rosalind Franklin a été assemblé à Stevenage. D'accord. Et ensuite, nous avons une question de Benjamin qui nous demande comment va être gérée l'accumulation de poussière sur les panneaux solaires. Alors, c'est une bonne question aussi. En fait, on n'a aucun moyen d'enlever de manière physique, hein, on n'embarque aucun moyen pour enlever
la poussière. Et donc, on a dimensionné les panneaux solaires pour générer suffisamment de puissance en fin de vie de mission pour pouvoir faire la mission. Donc, on a déjà pris en compte, selon un certain modèle d'accumulation de poussière, je dirais la baisse d'efficacité en termes de génération de puissance. Et on espère, mais on ne peut pas être sûr, donc c'est pour ça qu'on ne compte pas dessus, mais on espère, comme pour les rovers martiens Spirit et Opportunity, qu'il y ait des événements de nettoyage des panneaux solaires dus au vent et au Dust Devil qui sévissent sur Mars. Mais encore une fois, on n'a pas designé le rover en se basant, en espérant qu'il y aurait des événements de... Ok, et ensuite, on me demandait le niveau d'avancement des opérations actuelles. Attendez, votre micro a été désactivé. Luc, il faut juste réactiver le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon là? Oui, okay. On vous entend. C'est reparti. Donc, on est en train de finaliser les procédures. Donc ça, c'est quelque chose qui prend toujours du temps. Pourquoi? Parce que pour pouvoir finaliser les procédures d'opération, il faut finaliser le software. Et généralement, le software, il est fini quand on finalise tout le hardware. Donc, en fait, il y a une chaîne logique qui fait que les opérations sont toujours un petit peu à la fin. C'est logique et c'est accepté. Et donc, on est en train de finaliser les procédures et les process. Donc, c'est une activité qui est assez passionnante, en fait, pour lequel on travaille évidemment en coopération étroite avec l'industrie, puisque c'est l'industrie. Hein, je vous rappelle que l'ESA, en fait, contracte l'industrie européenne pour designer toutes ces opérations. Donc, au niveau ESA projet, nous sommes un projet, nous sommes les clients, et donc on fait un travail pour pouvoir être des clients intelligents qui permettent à l'industrie de progresser au plus vite. Donc on est dans cette phase de préparation. On a déjà commencé récemment des premières phases de simulation avec les instruments. Donc, à cause du Covid, on a fait tout de manière remote, donc à distance. Et pour une première simulation, c'était pas très facile. Mais l'industrie et les scientifiques ont tenu le pari. Donc, on avance et on prépare ces périodes d'entraînement et de simulation. Je vous rappelle que en fait, le pic de préparation, ce sera après le lancement, pendant la cruise phase donc, vers Mars, où on a plusieurs mois de simulation et d'entraînement. D'accord. Ensuite, nous avions une question de Maël Alois. Et comment se passe la collaboration entre l'ESA et Roscosmos? Globalement bien, on avance. C'est des projets qui sont évidemment très compliqués. J'avoue que il nous a fallu un petit peu de temps chacun pour pouvoir s'adapter. Et vous pouvez imaginer que comme on doit par exemple traduire les conférences, donc avec des traducteurs qui font un travail remarquable, je dois avouer. C'est toujours
un challenge à ce niveau-là en termes de communication, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Ensuite, nous avions une question de Emma qui nous demande pourquoi avoir choisi de passer par des orbiteurs pour transmettre les données. Mais en fait, pour transmettre directement de Mars à la Terre ou de Terre vers Mars, en fait, ça demande beaucoup de puissance, puisque c'est quand même un petit peu loin. Donc, pour transmettre, et donc la bande passante est relativement faible, hein. Même les Américains, ils n'utilisent pas ça de manière, je dirais, routinière pour retourner beaucoup de volume de données. Et c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs l'orbiteur européen TGO. Et en plus, donc initialement, je me souviens qu'il y a plusieurs années, on avait évidemment cette option qu'on a étudiée en phase préparatoire. Mais en fait, il faut comprendre que le rover que vous voyez sur l'image, je ne sais pas si vous le voyez encore, mais c'est le résultat d'un certain nombre d'itérations en termes de définition, de réduction de masse, et donc tout ce qui est sur le rover est nécessaire pour la mission. Donc on s'est vraiment toujours posé la question, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça n'est pas? Et le système de communication directement vers la Terre, en fait, c'était de la masse et de la puissance qui n'étaient pas absolument nécessaires. Donc, elle a été enlevée assez tôt dans le projet, en fait. Ensuite, nous avions une question de Benjamin qui nous dit que vous aviez cité lors de votre présentation que vous ne disposez pas d'antennes bande X qui sont généralement utilisées pour la contingence. Et donc, dans ce cas, comment allez-vous réagir en cas d'anomalie majeure nécessitant des actions rapides? Alors, nécessitant des actions rapides, effectivement, on ne pourra réagir que quand on a des occasions de communiquer via les orbiteurs. Donc, c'est une contrainte importante. Et pour ce qui est des opérations, de la communication, en fait, le rover a deux chaînes de communication redondantes et qui sont donc qui permettent de couvrir la possibilité d'anomalies ou de problèmes de ce côté-là. Et effectivement, probablement, on sera, si on a des anomalies importantes et qu'on a de nombreuses activités à faire pour récupérer résoudre cette anomalie, ça pourra nous prendre plus de temps que ce que fait les rovers américains, par exemple. Ensuite, Fabien nous annonce que l'atterrissage martien n'a jamais été fait par une agence autre que la NASA. Et donc, est-ce que vous appréhendez particulièrement cette première étape primordiale pour la réussite de la mission? J'appréhende pas. Je sais que ça sera une phase délicate, mais je vois tous mes collègues ingénieurs mettre tout leur cœur pour que ce soit un succès. Donc, je ne m'en inquiète pas plus que ça. D'accord. Et ensuite, nous avions encore une question de Benjamin qui nous demande comment allez-vous gérer les conjonctions solaires? Un plan de 2 semaines sera généré ou le rover sera mis en stand-by? Ok, un connaisseur. Donc, les conjonctions solaires, en fait, il y en a une qui est prévue pendant la mission d'ailleurs, et on aura presque 20 jours d'arrêt du rover. Et le rover, en fait, sera effectivement mis en stand-by. Les capacités du rover intrinsèque, le système est capable de survivre en fait pratiquement indéfiniment tout seul, sans recevoir de commandes. Donc évidemment, il va faire aucune activité, mais il va survivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est préprogrammé et testé. Et donc, a priori, quand il y aura
la conjonction solaire, on mettra le rover à un endroit spécifique et quand on reprendra les communications, on espère qu'il sera toujours là et en bonne santé. Et justement, en parlant de panneaux solaires, nous avons une question de Hugo qui nous demande pourquoi privilégier les panneaux solaires à un radio-isotope générateur par une contrainte de poids peut-être? Alors, tout à fait. Alors, la contrainte de poids, c'est essentiel, hein. Vous avez vu la taille de Curiosity et Perseverance, hein, c'est presque une tonne, alors que nous, on fait 300 kg. Donc ça, et donc forcément, après, ça a un effet boule de neige vis-à-vis du système pour atterrir ce système. Donc, atterrir une tonne, il faut beaucoup plus. Et aussi au niveau du lanceur, hein. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est qu'il faut avoir un RTG. Donc l'Europe ne dispose pas de ces systèmes, donc il faut cette technologie dont on ne dispose pas actuellement. Je dois signaler quand même qu'on utilise ce qu'on appelle RHU, donc des radioisotope heating units. On en a 3 dans le rover. Et donc, c'est des pastilles de plutonium qui génèrent de la chaleur et qui nous permettent d'utiliser en fait, de ne pas utiliser trop d'énergie électrique pour garder le rover à l'intérieur chaud. Donc, c'est une petite subtilité. Ensuite, nous avons une question qui était quelles sont les améliorations majeures du système d'atterrissage en parachute? Peut-être par rapport à Perseverance, par exemple. D'amélioration, je ne sais pas, mais Perseverance utilise un système complètement différent qui s'appelle le Sky Crane, qui est remarquable, hein. Nous, on atterrit avec une plateforme, parce que la plateforme, en fait, elle a une vie en elle-même, elle a une mission avec des instruments, comme je le rappelais précédemment. Donc, en fait, il y a un intérêt à avoir une plateforme. Le rover, en fait, ExoMars utilise des parachutes qui sont même plus grands que ceux de Perseverance, hein, puisque le parachute subsonique, le dernier parachute, fait 35 mètres de diamètre, hein, donc je crois que c'est en déployé tout en haut, du haut en bas, je crois que c'est plus haut que la Statue de la Liberté, hein. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pas évident. Donc, il n'y a pas réellement de comparatif à faire. D'accord. Ensuite, nous avons Jordan qui nous demandait quand seront effectuées les premières missions martiennes avec un retour sur la Terre? Alors, c'est les missions qui sont en cours. Perseverance, comme j'ai expliqué précédemment, est la première partie de cette mission Mars Sample Return. Donc là, ils sont partis pour collecter les échantillons à ramener sur Terre. Et les missions, la mission qui est une mission très complexe, hein, puisqu'il faut aller récupérer les échantillons, avoir une fusée sur Mars qui retourne en orbite, récupère qui est un système qui récupère ces échantillons en orbite. Il s'appelle HERO, c'est d'ailleurs une contribution de l'Europe à cette mission aussi. Et après qu'il envoie tous ces échantillons retour vers la Terre. Donc c'est très très compliqué. Et donc une deuxième contribution de l'ESA à cette mission Mars Sample Return, c'est le rover qui ira chercher les échantillons laissés sur le sol martien par Perseverance, donc on appelle Sample Fetching Rover. Donc ces projets ont déjà démarré à l'ESA.
et l'industrie européenne y travaille déjà depuis déjà quelques années, et le travail de design est en train de s'intensifier actuellement. Salomé, Je pense que ce sera peut-être, oui, je pense que ce sera peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Et ça vient de Benjamin qui nous dit que on sait que certaines régions sont plus propices à l'apparition des Dust Devils. Et est-ce que le site d'atterrissage est connu pour en avoir? Alors, non, je crois qu'Oxyaplanum n'est pas très propice pour les Dust Devils. Et en fait, un des aspects intéressants d'Oxyaplanum, quand on a choisi par rapport à d'autres sites d'atterrissage proposés, c'est qu'il avait pas beaucoup il avait moins de poussière, en vue d'orbite en tout cas. Ce qui évidemment, puisque la poussière, pour les scientifiques, c'est pas vraiment très intéressant, en plus que ça recouvre les panneaux solaires et les optiques. C'est pas très intéressant pour les scientifiques. Donc, normalement, on ne devrait pas en voir. Je sais que des scientifiques du rover aimeraient voir s'il y a des Dust Devil sur Oxia. Donc, il y aura sûrement un monitoring. Si ça se passe, on communiquera. D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, de vos réponses à vos questions, de votre présentation. Et je pense qu'on peut peut-être clôturer la conférence. Je vous remercie aussi à toutes et à toutes d'être venus assister à cet événement, aussi nombreux. Et une bonne fin de journée. Je vous en prie, ce fut un plaisir.